Nous allons passer à la conférence suivante. Nous accueillons Anne Bourreau. Donc Anne Bourreau, vous êtes agrégée de philosophie, conservatrice en chef des bibliothèques. Vous avez été directrice du SCD de l'Université de Haute-Alsace et du pilotage de son projet de Learning Center. Et vous êtes aujourd'hui formatrice en accompagnement au changement et vous menez une thèse en sciences de gestion, plus particulièrement sur le management des compétences collectives. Et c'est à ce titre qu'on vous cède la parole à présent. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'ENSIB de son invitation et donc au lien qu'on a pu construire avec Mathilde pour parler donc de cette question des compétences collectives et de la manière dont elle peut s'inscrire à la fois dans le management et puis à la fois dans le sujet qui est le changement des pratiques et le fait de travailler autrement. Bon, ça ne veut pas dire qu'avant on ne travaillait pas ensemble, mais les choses s'inscrivent différemment. Alors, juste pour démarrer, pour introduire ce sujet, j'ai mis cette image, certains peut-être spécialistes reconnaîtront une image d'un bateau, donc du Vendée Globe, faisant le tour du monde. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que c'est par définition un exploit individuel, et c'est ça qui est admirable, qui est un défi, qui est vraiment reconnu et salué. Et en même temps, quand vous entendez les marins du Vendée Globe, il n'y en a pas un qui dit c'est un exploit individuel. Tous disent merci à l'équipe, merci au suivi que j'ai eu sur place, à l'équipe d'assistance, etc. Donc on s'étonne et on admire finalement un exploit individuel, alors qu'en fait ce n'est pas un exploit individuel, puisqu'il a beau être sans assistante, sans escale, sans rien du tout, il est avec beaucoup de choses et essentiellement du collectif. Et ça me semblait être une bonne illustration finalement de cette espèce de tension, alors qui a été soulignée là dans la présentation, entre le fait que les compétences collectives, ça aide à faire mieux. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on ne pourrait pas réussir un tour du monde en solitaire et sans escale vraiment tout seul. Donc c'est parce qu'il y a des compétences collectives derrière qu'un tel exploit est possible. Donc oui, on a tous en tête cette idée qui est quand même un lieu commun, de dire on fait mieux ensemble que tout seul, on est plus fort ensemble que tout seul. Lieu commun qu'on retrouve beaucoup en management sur le mode de tout l'engouement qu'on a aujourd'hui pour le travail collaboratif. Alors les anglicismes, je vais essayer de ne pas en dire trop, mais le team building, le coworking, etc. etc. Et c'est pas pour rien, on en reparlera après, qu'il y a des anglicismes, parce que du coup, dans ma recherche, je vois qu'il y a beaucoup plus de ressources dans les pays anglo-saxons qu'en France sur cette question-là. Donc à la fois, on est tous convaincus qu'on va mieux faire ensemble que tout seul, et on envoie par là une injonction au manager de fais travailler ton équipe, et c'est ça qui va faire que la performance collective va naître et prospérer. Et en même temps, le collectif, alors la conférence précédente nous en a donné aussi des indices, est aujourd'hui l'objet de fragmentation, division, éparpillement, diversité de vision de ce que peut être aujourd'hui un collectif ou une équipe. Et cette espèce de tension va rendre effectivement la tâche très très difficile au manager, puisqu'on lui demande à la fois de réussir ou de baser finalement la performance de la structure dans laquelle il travaille sur le collectif. Et en même temps, ce collectif, il est divisé, il est fragmenté. On va voir en quoi, mais vous voyez tout de suite derrière le télétravail, la crise du Covid. Enfin, on va en décliner quelques aspects, mais c'est des choses qui sont quand même relativement connues aujourd'hui. Donc, du coup, le dilemme, ou du moins la tension dans laquelle se trouve le manager, c'est d'arriver à la fois à souder, à construire, à mobiliser un collectif et à gérer finalement cette tentation ou cette tension vers la fragmentation et vers des nouvelles pratiques qui peuvent laisser une part peut-être plus belle à l'individualisme qu'à l'équipe. Donc ça, c'est un peu mon point de départ de questionnement, avec cette idée que, comme je vous l'ai dit, vanter les mérites du travail collaboratif, c'est tout le temps, c'est partout, c'est pas nouveau. J'ai le sentiment, mais c'est très subjectif, que c'est encore plus vrai aujourd'hui, à l'heure où finalement le travail tertiaire, le travail sur les services est beaucoup plus important que ce qui ne pouvait être précédemment. Dans le travail industriel, on parlait tout à l'heure du Fordisme ou du Taylorisme, on ne se focalisait pas sur la question de la performance collective. Enfin, la performance collective était l'addition de la performance de chacun.
et ça s'arrêtait là. Donc aujourd'hui, on est bien plus imprégné par cette idée que le travail collectif, c'est bien, voilà, tout simplement. Et on trouve donc dans la littérature managériale, à la fois dans tous les livres qui prolifèrent sur comment être un bon manager, et dans la littérature de recherche, énormément de choses autour de cette valorisation, des fois un peu outrancière d'ailleurs, à mon avis, du collectif. Alors, petit focus sur la culture des bibliothèques, que par ailleurs je connais quand même relativement bien dans mon expérience professionnelle, sur la manière dont on investit finalement la culture collective en bibliothèque. Je vous dis des choses que vous savez tous, mais finalement ça les remet à la lumière de cette question collective, à savoir qu'en bibliothèque, on a une culture ancienne et ancrée des partenariats. Et aujourd'hui, je le dis avec d'autant plus de relief que je vois d'autres mondes professionnels où la notion de partenariat n'est pas aussi incarnée qu'elle peut l'être en bibliothèque. À mon sens, ça passe aussi par le fait que les partenariats en bibliothèque sont construits sur des activités de métier, mutualisation des catalogues, aujourd'hui, mutualisation des plateformes de ressources numériques, etc. Donc, ce n'est pas des partenariats, on va dire, incantatoires ou prospectifs. C'est vraiment des partenariats qui sont ancrés sur l'activité des métiers. Et à mon sens, ça change beaucoup de choses en termes de créer des référentiels communs, parler le même langage, et donc construire finalement une culture collective relativement solide. Deuxième aspect, c'est que dans les missions documentaires, là aussi adossées à des activités très bien identifiées, on a une assez forte division du travail, mine de rien. Si on prend le circuit du document, un circuit du document, ça fonctionne parce qu'on a finalement un chaînage d'activités spécifiques, expertes, mais dont chaque élément de la chaîne a conscience que tout le monde concourt au même objectif. Et cet objectif, il est extrêmement clair, c'est de passer d'un moment où on achète un livre au moment où on le met entre les mains d'un usager. Donc c'est des chaînes finalement de valeurs, d'activités qui sont extrêmement bien tracées, extrêmement claires d'un point de vue de l'identité du métier. Peut-être c'est ça qui donne aussi du sens. Mais en tout cas, qui font bien prendre conscience à chaque acteur qu'il est un maillon de cette chaîne-là et que la réussite finale du livre entre les mains de l'usager est bien le résultat de l'activité de chacun. On pourrait dire un peu la même chose pour les missions d'accueil et de service, me semble-t-il. Dernier aspect qui me semble important dans l'évolution de la culture des bibliothèques, c'est la tendance croissante à transversaliser les organigrammes. Alors Maëlys l'a dit un petit peu, c'est dans le New Public Management, mais dans les bibliothèques, il y a eu des travaux de l'ENSIB, de mémoire ENSIB sur le sujet, sur le fait qu'en 20 ans, on est passé d'organigrammes divisionnels avec ce traditionnel découpage en sections, où ASCD, c'était des sections avec une ligne hiérarchique très traditionnelle et très claire, des fois très en silo. Aujourd'hui, à un mouvement où la quasi-totalité des SCD sont passés ou sont en train de passer, ou tout doucement vont vers des organisations matricielles ou du moins transversales, qui, de fait, remettent vraiment, à mon avis, au centre de la problématique la manière de comment on travaille collectivement. Où la question de l'articulation finalement des différents métiers et de la manière dont on manage tout ça revient extrêmement fort. Et me semble-t-il, il y a quand même une tension entre des organigrammes matriciels issus des fusions, des recompositions diverses qu'on peut tous vivre dans les établissements, et d'autre part, finalement, des pratiques managériales qui ne suivent pas cette nouvelle approche finalement organisationnelle. En tout cas, il y a souvent des tensions. Moi, quand je fais de l'accompagnement au changement, c'est souvent quelque chose qu'on remarque et sur lequel il faut qu'on travaille. Entre un organigramme qui se veut déjà transversal et matriciel, qui parle d'une forte volonté de travailler collectivement autrement, et puis des pratiques managériales qui sont encore relativement, on va dire, traditionnelles, pour dire un truc qui ne dit pas grand-chose. Voilà. Donc, au-delà de ça, on en a parlé aussi un petit peu après, dans la fonction publique, on trouve des signaux plus généraux de ces évolutions-là. Mais il me semble qu'en bibliothèque, puisqu'on est là pour aussi parler des bibliothèques, c'est quelque chose qui prend tout à fait son sens de cette valorisation du collectif. Alors, je me lance dans un truc, on va voir si ça marche, parce que merci Mathilde d'avoir essayé techniquement de se plier au jeu. Donc, comme
donc dans la présentation, Reine l'a dit, je travaille sur les compétences collectives. Et vous allez peut-être m'expliquer ce que c'est, parce que je ne suis pas sûre, même à la fin de ma recherche, d'avoir vraiment compris. Mais en tout cas, d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là. Et pour ce faire, je vais vous présenter trois images qui sont un peu trois métaphores, trois visualisations de ce que pourraient être les compétences collectives. Et donc, je vous les passe les trois, et puis je les repasse. Et si on y arrive, je vous affiche une petite diapo pour que vous puissiez dire les mots-clés qui vous viennent à l'esprit de c'est quoi une compétence collective. Voilà, je ne suis pas sûre que ça marche parce qu'on a un peu bidouillé là, technologiquement. Alors, donc l'idée, c'est laquelle vous inspire le plus? Qu'est-ce que ça vous évoque, ces trois images-là? Alors, je les remets en arrière parce que j'en mets trois. Et puis après, je vais vous en mettre trois autres. Alors, c'est basé, entre autres, quand j'ai fait mes entretiens pour ma recherche, c'est des questions que j'ai posées aux gens. C'est quoi l'image que vous évoque un collectif performant ou que réussi? Et donc, je me suis inspirée de ce que les gens m'ont dit pour vous présenter ces trois images-là. Voilà, la 1, la 2 et la 3. Alors, vous vous en rappelez, je vais vous les repasser si j'arrive à jongler avec les deux écrans. Je ne dis pas de mots, comme ça c'est vous qui allez trouver les mots. Trois autres. Et donc en disant, mais qu'est-ce que c'est quoi le mot-clé différent qui me vient à l'esprit en voyant ces trois autres images-là? Voilà, donc la 6, la 5, allez, juste pour le plaisir, on se remet tout. Et puis après, vous essayez de penser donc à des verbes qui décriraient les compétences collectives qui sont illustrées dans ces images. Alors, j'essaie de basculer. Si on y arrive. Ouais. C'est là que je vais, du coup. Là. Alors, du coup, là, vous ne le voyez pas. C'est bien, vous avez le temps de réfléchir comme ça. Ah, il est là. Voilà. Ça y est, ils l'ont. Ah ben, ils l'avaient. Voilà. Donc là, vous avez ou un QR code ou en haut un petit code de participation. Mais le QR code, ça peut aller. Et si vous ne voulez pas utiliser de technologie, vous pouvez aussi parler, tout simplement. Ça marche aussi. Voilà, super. Alors, si j'avais utilisé mon outil, on verrait les mots-clés qui s'affichent en direct. Mais là, on va se donner un petit décalage. Et puis, ça va être la découverte. Ouais, donc, je vous laisse une petite minute. Et si vous voulez les dire oralement, vous pouvez aussi, ça marche aussi. Donc moi, dans ma recherche, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai dit aux gens quelle est la métaphore, quelle est l'image qui représente pour vous un collectif qui réussit. Et c'était très intéressant parce que j'ai quasiment pas eu d'image identique. Et ce que j'ai exploité après pour ma recherche, c'est comment les gens expliquaient leur choix. Et ça a donné vraiment des sources d'informations intéressantes que j'ai évidemment corrélées avec la position des gens, manager ou pas, leurs tâches, leur manière de s'impliquer dans le collectif. Des verbes, voilà. Des verbes qui représentent l'image. Non. Le côté image, c'est ce que ça inspire. Après, je peux remettre les images si vous les avez plus, mais... Ouais. Donc c'est des verbes, puisque bon, c'est quand même la base qu'une compétence se formule dans un verbe d'action, être capable de. Alors je ne sais pas si on affiche le. Peut-être que si vous avez déjà mis le QR code, on va afficher, puis des fois
En voyant ce que les autres mettent, ça peut inspirer. Ah, voilà, du coup, voilà. Ouais, c'est pour ça le tactile, je suis jamais trop... Je mets échappe. Ah ben voilà, c'est parti. Ok. Alors bon, j'en lis comme ça, puis vous pouvez continuer. Alors collaborer, ça ressort plus. Coordonner, la notion d'entraide, dépasser les différences, se sentir proche, partager, participer, contribuer, faire équipe, écouter, être interdépendant, tisser des liens, affronter collectivement. Sauter dans le vide, ouais, mais en collectif, ouais, ok. Construire des projets, se faire confiance, prendre chacun sa place, relier, ok, ouais. Donc très intéressant parce qu'effectivement quand je fais ce petit recueil de représentations, puisque là on travaille sur les représentations de ce qu'est une action collective et de comment elle se nourrit d'une équipe ou dans une équipe. On a souvent des choses assez différentes. Alors le partage, ça revient. Alors après, il faut savoir qu'est-ce qu'on partage. Ok, je vois si ça bouge encore. Ben, merci beaucoup. En tout cas, j'essaierai de le rajouter sur la présentation si elle vous est transmise. Hop, et donc je reviens là. Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit, tous ces verbes? On ne peut pas les afficher en même temps, mais qu'est-ce que ça dit sur la question de c'est quoi une compétence collective? Alors déjà, ce n'est pas une, c'est une myriade. Et vous avez vu que vous avez employé des termes qui sont des fois très proches, des fois très très généraux, partagés, des fois beaucoup plus ciblés quand on parle de se faire conscience, atteindre un objectif commun, etc. Donc ça recoupe énormément de choses différentes. La question, c'est de savoir si finalement ces compétences collectives, c'est une myriade d'actions qu'on fait quand on est dans une équipe, ou si on parle de la compétence collective, avec l'idée qu'en fait, c'est la synergie qui fait ça. Et qu'on peut avoir une personne qui partage, mais si dans une équipe, il n'y a qu'une personne qui partage, est-ce qu'il a, lui, la compétence collective d'écouter ou de prendre compte des autres, ou est-ce que ça doit être une compétence partagée par l'ensemble de l'équipe? Et donc ça, c'est toujours la question de savoir, je pense que vous avez tous rencontré ça dans vos expériences professionnelles, que vous pouvez avoir des personnes qui sont chacune individuellement très très compétentes, et la mayonnaise ne prend pas. De la même manière que l'équipe de football qui embauche les meilleurs joueurs du monde, les plus chers, et ils ne gagnent pas tout. Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Voilà. Donc toute la problématique, elle est dans cette idée que le tout est plus que la somme des parties. On peut avoir les personnes les plus compétentes individuellement sans pour autant que se réalise cette synergie ou cette mayonnaise qui prend là, qui fait la réussite d'une équipe et qui fait précisément la compétence collective. Alors d'où la petite définition que j'ai retenue. Il y en a plein des définitions, j'ai retenu celle-là. Parce que donc elle désigne la capacité d'un groupe et elle est bien au singulier, c'est la compétence collective. Elle désigne la capacité d'un groupe à travailler ensemble vers un objectif commun. Et donc il y a effectivement cette visée d'un objectif commun qui parle de la question du sens. Alors tout à l'heure, Maëlie n'a pas, me semble-t-il, insisté ou parlé directement de cette question du sens, mais elle est quand même aussi très très d'actualité, cette question de qu'est-ce qui fait sens dans le travail et qu'est-ce qui fait que certaines personnes justement veulent changer de travail, veulent avoir un travail plus investi dans une mission, etc. Ça fonctionne très très fortement pour la compétence collective qui ne peut pas finalement relever d'une synergie s'il n'y a pas cette question de la quête d'un résultat commun ou de la création d'un résultat commun. Et avec ce petit plus qui est que ce résultat commun, il ne peut pas être obtenu par un seul individu, y compris notre marin du Vendée Globe qui atteint un résultat qui n'est pas un résultat individuel finalement, même si c'est lui qui accomplit la performance, on est bien d'accord, mais l'accomplissement de son tour du monde, c'est un résultat collectif.
Et derrière, bon, on a bien cette notion d'une équipe qui a fait synergie au-delà de la compétence, de l'addition des compétences de chacun. Alors, il n'empêche que, et vous l'avez bien expérimenté dans la petite réflexion sur les images, que même si la compétence collective, c'est cette synergie, c'est cette mayonnaise qui prend, vous l'avez vu, derrière, il y a une pléiade ou une mosaïque de compétences qu'on peut évoquer. Alors, dans la littérature, on va trouver deux grandes familles de compétences. Et on pourra réafficher le nuage de mots. Vous les avez bien, tout ce que vous avez dit rentre bien dans une de ces deux familles. Donc vous avez des compétences qui relèvent de ce qu'on appelle un domaine interpersonnel. Le mot n'est pas terrible. Moi, je préfère le mot anglais qui dit teamwork skills, qui parle de quoi? Qui parle finalement de tout ce qui est compétences collectives tournées vers la relation aux autres. Alors vous avez cité l'écoute, vous avez cité la confiance, vous avez cité la communication. Tout ça, c'est des compétences qui collectivement portent une équipe parce qu'elles se nourrissent finalement, j'ai remis cette image-là, mais il y en a d'autres, du fait qu'on fait ensemble. Ce qui compte, c'est qu'on fait quelque chose ensemble et qu'on le fait dans l'écoute, dans le partage, dans la communication, dans la transmission d'informations, dans la co-construction, dans la collaboration. Et là, c'est la qualité de la relation qui va se créer entre les personnes qui va finalement faire que la mayonnaise prend. Donc ça, c'est un premier grand groupe de compétences collectives. L'autre famille, c'est celle dite pratique. Alors, task, work, skill, j'ai mis aussi le mot anglais parce que vous avez task, et donc c'est les tâches. Et donc, dans cette famille-là, finalement, ce qui va faire prendre la mayonnaise, c'est qu'on est efficace ensemble. C'est qu'on atteint un résultat. C'est que là, on est tourné vers un objectif ou une performance et qu'on arrive à l'atteindre. Et ouais, mais on a super bien travaillé ensemble. Voilà, là, on va être content. Alors, des fois, je dis pour illustrer ça, les personnes qui disent oh là là, mais aujourd'hui, j'ai perdu mon temps, j'ai passé mon temps en réunion. Alors là, c'est les petites abeilles, là. Eux, ils veulent du résultat. Alors même si on a passé du temps à parler, etc., si la réunion ne produit pas un résultat, ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps. Voilà. Et les autres qui disent ah, on a fait une super bonne réunion aujourd'hui. Donc même s'il n'y a pas forcément un résultat, eux, ils considèrent que collectivement, ils ont avancé parce qu'ils se sont dit des choses, ils ont élaboré une réflexion, ils ont progressé finalement dans leur dynamique collective. Et alors, ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, c'est deux manières d'approcher l'engagement collectif et la performance collective. Et du coup, pour notre manager, dont on va parler après, ça engage effectivement deux attitudes ou des leviers différents, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce petit tableau-là de comment on peut activer des compétences collectives? C'est quand même un contexte qui est assez peu propice au management des compétences collectives. Alors bon, ajoutez à ce qui a été dit dans la conférence de tout à l'heure, où vous trouverez aussi d'autres éléments. Enfin, moi, à l'écouter, j'en ai trouvé. Vous avez quand même une série d'éléments que j'ai essayé de résumer là, qui vont compliquer la tâche du manager quand il va vouloir développer, mobiliser cette fameuse synergie collective. Alors, vous avez d'abord ce qu'on appelle maintenant assez classiquement l'hybridation du travail, qui n'est pas le temps maintenant ancien du tout télétravail qu'on a pu vivre à une période dont vous vous souvenez, qui n'est pas si loin, où tout le monde était enfermé chez soi en télétravail. L'hybridation, c'est le mode qu'on connaît aujourd'hui dans la plupart des cas où le télétravail est pratiqué. C'est finalement du travail réalisé chez soi, combiné avec du travail réalisé sur son lieu de travail. Et donc, il y a cette dimension d'hybridation où on va nécessairement calibrer le temps qu'on passe chez soi, le temps qu'on passe au travail, les tâches qu'on fait chez soi, les tâches qu'on fait en présentiel. Bon, il y a tout ce jeu finalement de réaménagement, de réorganisation des activités à réaliser, qui est un facteur majeur, hein, qui maintenant commence à être pas mal étudié, d'approche quand même très très différente du travail d'avant. Pour ceux qui font du télétravail, vous voyez bien que vous vous dites tiens, aujourd'hui je suis en télétravail, donc je vais faire telle chose. Et quand je suis à mon bureau, je fais d'autres choses. Et c'est une manière d'aborder ou de considérer son rapport au travail qui a quand même évolué. Et l'autre aspect, alors qui est aussi documenté dans la littérature, c'est la fragmentation.
alors ça, on en a parlé tout à l'heure avec MyLeague, fragmentation, ça veut dire tout un ensemble de phénomènes technologiques, sociétaux, économiques, politiques, etc., qui font que le travail est de plus en plus morcelé et de plus en plus éparse. Ce n'est pas complètement nouveau. Mintzberg, dans les années 50-60, avait fait un gros travail d'étude des pratiques managériales. Et il avait déjà relevé à l'époque qu'un des problèmes principaux que rencontraient les managers, c'était la dispersion. Il disait qu'ils passaient en moyenne 6 à 8 minutes sur une tâche. Alors aujourd'hui, on pense au temps d'attention du poisson rouge, enfin de l'homme qui est inférieur à celui du poisson rouge, mais bon, qui est de quelques secondes. Mais 6 à 8 minutes sur une tâche, c'est quand même déjà un niveau de morcellement et de fragmentation qui est quand même assez incroyable. Et il semblerait qu'aujourd'hui, ça se soit aggravé. La messagerie, je pense que je ne vous fais pas un dessin, on est tous happés par la messagerie et amenés finalement à devoir zapper entre consulter ses messages, répondre à un message, revenir à une autre tâche, etc. Donc les outils technologiques ont énormément accru cette fragmentation. La fragmentation du temps, on en parle avec la technologie, mais on en parle aussi avec le télétravail. La fragmentation des espaces, là aussi, on travaille chez soi, on travaille dans un espace collectif, on travaille dans un bureau. Enfin, il y a un nomadisme beaucoup plus grand des pratiques de travail. Et puis, ça corrobore ce qui a été dit tout à l'heure, la fragmentation aussi des activités, où le côté multitâche, le côté polyvalence est beaucoup plus important avant. Avant peut-être le New Public Management, avant une culture de l'indicateur, avant ce côté je fais une activité et je suis en métaposition pour évaluer mon activité aussitôt que je l'ai fait. Enfin, tout ça, ça rajoute des couches de morceaux d'activités qui vont très très largement fragmenter les choses. Et j'ai mis aussi là-dedans, parce que c'est documenté en termes de fragmentation, tous les effets d'individualisme et de la multiculturalité, la prise en compte des différences individuelles, générationnelles. Alors, fracture générationnelle, alors il faudrait dire des choses aussi sur ça, on n'aura pas le temps, mais cet après-midi, il y a un atelier sur le sujet. Réalité ou non, mais en tout cas, cette dimension générationnelle dans les représentations, elle dit oui, mais le travail est fragmenté entre les vieux et les jeunes, bon, par exemple. La fragmentation, vous l'avez aussi dans cette question des catégories, des statuts. On sait combien, j'ai plus le chiffre en tête, combien on a une augmentation du pourcentage de contractuels par rapport aux titulaires dans la fonction publique d'État et territoriale aussi, et combien ça crée aussi des fragmentations, des morcellements, des manières de considérer que des personnes qui font le même travail ne sont pas considérées de la même manière ou n'ont pas le même regard sur leurs tâches. Bon, c'est un sujet sur lequel on pourrait beaucoup développer sans en avoir le temps ici. Mais en tout cas, ce sont des éléments qui vont quand même à l'encontre de la notion de cohésion d'un collectif, de la notion de viser un but commun, aller dans le même sens, être l'équipe du rugby qui veut marquer son essai, quoi. Voilà. Donc tous ces éléments-là s'alimentent avec un contexte. Alors ça, c'est les vocables anglo-saxons. Bon, j'aime pas trop celui-là, mais je l'ai mis quand même, parce qu'il reprend ces mots-clés qu'on est dans un contexte de plus en plus volatile. Ça change de plus en plus vite, ça s'évapore, ça revient, bon, il se passe des choses. Incertain, avec des crises qui apparaissent, qui surgissent, des retours à l'équilibre qui ne se font pas, mais qui sont des transformations vers d'autres environnements de travail. La complexité, bon, ça, on l'a. Et puis le côté ambigu, c'est que finalement, il y a toujours plusieurs manières d'interpréter une situation ou un contexte, qui fait que les clés de lecture finalement d'un collectif, elles deviennent extrêmement plurielles. Alors j'entends par là, est-ce que la clé de lecture d'un collectif, c'est le contrat, c'est les contractuels et les fonctionnaires? Est-ce que c'est, si on se rapporte à l'organigramme, les cadres responsables et puis les équipes? Est-ce que c'est une équipe transversale vs une équipe hiérarchique? On a beaucoup de questionnements sur est-ce qu'il y a une vraie différence entre un management transversal et hiérarchique? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Etc. Donc il y a énormément de flottement et de flou dans ce contexte qui rend difficile, encore plus difficile, la tâche du manager pour animer des collectifs, pour les constituer, pour les souder, pour les maintenir. On parlait de la fluidité, de la mobilité des emplois. Effectivement, vous le vivez, je pense, dans vos bibliothèques, on l'a tous vécu. On a constitué une équipe et puis hop, ça y est, quelqu'un s'en va.
Et on a à peine l'impression qu'on a atteint un équilibre que non. Ah, on repart dans cette espèce de contexte très volatile. Alors, donc, ce contexte, il est peu propice de manière un peu, on va dire, circonstancielle. Il est aussi peu propice de manière plus structurelle dans la GRH de la fonction publique et dans la manière dont la fonction publique gère les ressources humaines. Alors, sans développer très en détail, ce que je voulais vous partager, c'est que finalement, les pratiques de GRH sont quand même toutes tournées aujourd'hui, depuis longtemps, sur les compétences individuelles. Donc, si on repart avant qu'on parle de compétences, dans les années 80, on parlait de logique de qualification. Le point d'entrée, c'était quand même ça, diplôme et qualification. Et puis, dans les années 90, on est passé à des logiques de compétences, donc la GPEC, les développements de compétences pour penser les formations. Donc tous ces sujets ont émergé. Il n'empêche qu'on est resté sur une approche très tournée compétences individuelles. Pour le recrutement, on recrute un individu. Alors, on a peut-être en tête de se dire comment il va s'intégrer dans mon équipe. Mais on recrute un individu dans la fonction publique. Je n'ai pas eu connaissance, peut-être que ça existe, de pratiques qui se font dans le secteur privé où on recrute des gens et on les met dans un collectif. On ne fait pas un entretien individuel. On sollicite 5-6 personnes, on fait une sorte de groupe et on crée des échanges pour évaluer aussi la capacité des personnes à se positionner collectivement. Voilà. Autrement, on leur dit, quand on est en entretien individuel, vous aimez travailler en équipe ? Bah oui. Voilà. Et on n'a pas avancé sur la question de est-ce que cette personne va contribuer à développer une compétence collective. La formation, c'est pareil, les parcours de formation, les trajectoires sont toujours très individuelles. L'entretien professionnel, strictement individuel. Voilà, ça, c'est des pratiques installées comme ça. Et on retrouve beaucoup ça dans les référentiels. Donc, je vous en ai mis 2. Directeur de bibliothèque et puis référence 3, dans celui qu'on utilise souvent pour les emplois de conservateur de bibliothèque universitaire. Et j'ai fait le focus sur les savoir-faire qui concernent les questions de collectif. Alors pour référence, encadrer et animer une équipe, et vous avez définir des objectifs, construire des plans d'action, développer sa capacité à communiquer. En fait, ça décrit quoi ? Ça décrit la compétence du manager à animer du collectif. Mais ça ne nous dit rien sur la compétence collective que le manager pourrait porter, pourrait diffuser, pourrait travailler avec son équipe. Donc le point d'entrée reste toujours comment est-ce que la compétence d'un individu va stimuler finalement un collectif. Et la compétence du collectif en tant que telle, c'est un point aveugle. Enfin, c'est même une boîte noire complète de la gestion des ressources humaines dans le secteur public en tout cas. Dans le secteur privé, c'est pas si différent. Là où c'est différent, c'est vraiment dans le monde anglo-saxon. Où dans le monde anglo-saxon, on a, alors c'est là, dans ma recherche, c'est là où j'ai trouvé des référentiels de compétences collectives, donc pas adressés à un individu, adressés à une équipe, qui sont toujours très ciblés, parce qu'ils sont toujours très pragmatiques. Par exemple, un référentiel de compétences collectives tourné vers le recrutement. Donc, une entreprise, elle va utiliser ce référentiel pour évaluer un groupe ou pour évaluer une équipe dans sa performance collective et pour voir comment on va recruter un nouvel élément dans le groupe et comment il va s'insérer dans la dynamique collective qui a déjà été construite, par exemple. Là, il existe quelques référentiels, mais ils sont relativement rares, en fait, même dans le monde anglo-saxon qui est beaucoup moins dans l'incantation de le collectif, c'est génial, et qui est beaucoup plus dans le développement d'outils pour le mettre en œuvre. Alors, pour finir, quelle pratique managériale ? Du coup, comment on fait quand on a une incitation très forte à dire au manager « fais du collectif, ça va mieux fonctionner » et tous les freins ou les éléments de contexte qu'on a mentionnés, comment on peut, en tant que manager, activer quelque chose là-dedans ? Alors, première chose, c'est qu'on a souvent l'idée qu'en tant que manager, on doit tout savoir faire, on doit être très fort, on doit être un leader ou un entraîneur de sport hors pair, etc. Et donc, du coup, qu'on doit porter complètement le développement des compétences collectives. Donc, c'est l'idée alors qu'il y aurait 2 formes de compétences collectives. Il y aurait celle que le manager doit porter et dont il est responsable. Et ça passerait par l'idée, finalement, que c'est parce que le manager développe intentionnellement
un projet ou un ensemble d'actions pour motiver son équipe qu'il joue son rôle. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Ces leviers, c'est structurer un organigramme pour favoriser le collectif, par exemple transversaliser son organisation, jouer sur les fiches de poste, donc pas juste dire animer une équipe, mais par exemple fixer des objectifs d'équipe. Ça se fait, enfin bon, j'ai pu le faire. Quand j'étais à l'UHA, on se fixait des objectifs collectifs, des objectifs d'équipe. Et les objectifs individuels, d'ailleurs, étaient subordonnés aux objectifs collectifs. Bon, alors c'était entre nous, puisque c'est pas dans la GRH, ça ne les intéresse pas. Réguler les interactions individuelles et collectives, ça veut dire se donner des règles communes pour faire des réunions. Et je trouve que souvent, on a tendance à dire les réunions, ça va de soi, on fait des réunions. Mais après tout, pourquoi un acte de management, ça ne peut pas être on va penser comment on organise nos réunions collectivement. Pas juste chaque responsable dans son coin décide comment il fait ses réunions, mais finalement, comment on se donne une architecture globale d'organisation de nos réunions. Des réunions de projet, des réunions de pilotage, des réunions de fonctionnement courant, etc. En se faisant une espèce de cartographie de l'ensemble des réunions qu'on a dans notre organisation et pour les fluidifier, pour pas qu'elles se court-circuitent et que les gens disent « j'ai rien fait de ma journée, j'ai passé mon temps en réunion ». Bon, fixer des objectifs collectifs, j'en ai vu. Organiser l'évaluation pour faire progresser le groupe. Alors ça, c'est un élément pour moi complètement central. C'est finalement comment le manager peut utiliser comme levier l'apprentissage collectif. Et ça passe par évaluer qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, pour apprendre collectivement. Pas pour donner des bons points, pas pour remplir un entretien professionnel en disant peut mieux faire, etc. Mais vraiment pour construire en termes de communauté apprenante ce que serait finalement une progression de tous, mais de chacun pour tout le monde et de tout le monde pour chacun. Donc là, il y a un vrai travail de construire de l'apprentissage collectif qui peut être largement pris en charge par le management. On n'a pas le temps, mais quand on fait le parallèle avec un entraîneur sportif, il fait ça. Il y a un match, il débriefe, il dit « ouais, toi, tu aurais dû te positionner là, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça ». Et ce n'est pas l'individu qui est pointé. C'est comment ça a fonctionné collectivement ou pas. Et globalement, nous, on ne sait pas trop faire ça et on n'a pas le temps de le faire, puisque un projet en chasse un autre. Et cette dimension de se poser et d'apprendre et de comprendre comment on a fait et qu'est-ce qui a marché et pourquoi ça a marché collectivement, bon, ça peut être un levier en tout cas intéressant du manager lorsqu'il veut développer cette fameuse forme instituée de la compétence collective que je marque là-haut. Autre chose, alors qu'on a beaucoup moins en tête, et je pense que dans notre représentation du manager en France, en tout cas, il doit être fort, il doit savoir tout faire, il doit être un super bon leader, on l'a beaucoup moins. On le trouve beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, l'idée qu'il y a une forme émergente de la compétence collective. C'est-à-dire que la compétence collective, elle peut aussi se construire soit dans la défaillance du manager, soit dans le vide ou l'espace laissé par le manager où il ne fait rien. Bon, on a pu aussi croiser dans des contextes professionnels des moments où des vacances de poste, ou des temps de maladie, ou des temps divers, où il y a une vacance du management, et on s'aperçoit que ça peut aussi stimuler et générer des compétences collectives qui, du coup, sont de l'ordre de l'autorégulation, qui se basent sur l'initiative des personnes. Ils disent, bon, puisqu'il n'y a pas de manager pour nous dire de travailler ensemble, on va le faire tout seul. Bah ouais, pourquoi pas. Alors là, ça ne veut pas dire que le manager n'est pas là ou fait rien. Là, je vous prends le cas extrême où il y a une vacance du management, et donc ça génère une auto-organisation du collectif. Mais ça veut aussi dire qu'un autre rôle du manager, plutôt que de cadrer, d'organiser, de structurer le fonctionnement des équipes, ça peut aussi être de construire et de donner du sens. Simplement, il construit, il donne du sens aux actions. Et après, les personnes se saisissent de ça et organisent le travail. Le côté facilité, alors vous voyez dans l'autre cas, j'ai mis réguler les interactions, on va se donner des règles. Là, c'est facilité. Ça peut être des choses qu'on voit émerger beaucoup dans vos établissements, sûrement aussi. Ménager des temps de pause ou des temps café juste sur un créneau. Vient qui veut, sur des moments donnés. Ménager, en fait, quelque part, paradoxalement, construire des temps informels pour que les gens se voient, se rencontrent, interagissent. Donc ça peut être des choses intéressantes. Encadrer l'autonomie, ça peut être de la délégation. Mais en tout cas, encourager l'autonomie, c'est pas juste dire « mais fais ton travail, sois autonome ». Bon, ça marche pas.
mais c'est poser un espace où l'autonomie d'une équipe devient légitime et devient possible. Et il y a une place ou un espace pour se construire. Et derrière est valorisé ou est reconnu comme tel. Et là, encore une fois, si on ne fait pas d'évaluation de la performance collective, on ne peut pas finalement laisser de l'initiative et la valoriser et lui donner une place aux yeux d'une équipe. Bon, accorder de la place au temps informel. Et puis, très important, je crois, dans cette forme émergente de la compétence collective, travailler l'intégration des nouveaux. Où souvent, voilà, le nouveau, il arrive, voilà ton bureau, voilà tes collègues, on te fait une visite, et puis hop, c'est bon au boulot. Je caricature, ça serait vraiment ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais de faire un vrai travail d'intégration à un collectif d'un nouvel arrivant, c'est aussi une manière de favoriser l'émergence de la synergie, de la compétence collective. Et c'est pour moi un rôle important du manager de faire ça. Et de ne pas limiter au strict accueil administratif, prise en charge de connaissances, etc. Mais il y a des établissements qui mettent en place des vrais programmes d'intégration des nouveaux qui ne durent pas une semaine ou 15 jours, mais qui peuvent durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, donner lieu à des évaluations, des bilans intermédiaires, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va favoriser la compétence collective. Et puis, la question de la confiance. Alors là aussi, vous l'avez évoqué dans les mots-clés, mais c'est aussi un levier managérial. Alors dit comme ça, ce n'est pas concret, mais derrière, on peut décliner des formes concrètes dans les styles de management qu'on utilise notamment. Voilà. Donc ça, c'est 2 manières d'aborder pour le manager la compétence collective. Là où j'en suis, moi, j'ai ces 5-6 grandes familles de compétences collectives que j'ai laissées vraiment sur un mot-clé générique, qui sont la communication. Si un groupe communique bien, il est plus performant. La capacité à collaborer ensemble, c'en est un autre, donc qui suppose de se connaître, d'aborder la diversité, vous en avez parlé tout à l'heure. La question de la créativité. Un groupe est compétent collectivement, ou du moins crée de la synergie, quand il y a de la marge pour inventer, pour créer, pour que ce soit quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge et qui évolue avec les participations des membres. La capacité et la réussite à résoudre des problèmes, et donc à s'entraider, et puis à apprendre. Et l'apprendre, là-dedans, il me semble, pour moi, englober tout le reste. C'est-à-dire que si, à un moment, on se pose et on se demande qu'est-ce qu'on a appris collectivement, on va nourrir la communication, la collaboration, on va générer de la créativité, etc., etc. Alors, petite conclusion. Donc, oui, on ne va pas remettre en cause le fait que le travail collectif, c'est bon pour le moral, la motivation, c'est source d'efficacité. Il y a plein de... c'est un sujet qui est très bien documenté dans la recherche et qui est relativement indiscutable. C'est que travailler ensemble, ça crée de l'émulation et ça marche même pour les gens qui n'aiment pas travailler avec les autres. Il y a des gens qui disent « ouais, mais moi, j'aime pas trop travailler en groupe, etc. » Mais le fait d'être dans un collectif et de se sentir partie de ce collectif, c'est aussi une manière de participer à l'émulation. Il y a plein de manières de travailler ensemble. Reconnaissons bien que oui, le rôle du manager est complètement central et qu'il intervient à plein de niveaux, qu'il intervient au niveau individuel. Oui, la relation individuelle favorise le travail collectif. Vous avez mis dans vos mots-clés tout à l'heure, trouver sa place. C'est quelque chose de très individuel. Mais si chacun a sa place, la synergie, elle va se faire plus naturellement. Au niveau collectif, travailler avec l'équipe, réfléchir à qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on veut apprendre, où est-ce qu'on va ensemble, et donner du sens. Au niveau de l'organisation, on a un peu parlé. Et au niveau interorganisationnel, ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la capacité, alors dont on se félicite en bibliothèque, de travailler entre organisations et de créer des réseaux et de faire vivre des réseaux. C'est aussi un autre niveau finalement de synergie et de compétences collectives qui n'existe pas dans tous les environnements de travail et qui me semble être une force assez précieuse finalement. Surtout face à des fragmentations et dispersions diverses. Voilà. Mais après, pour finir, il me semble que pour que tout ça se fasse et que le manager puisse vraiment travailler ces sujets collectifs, il faudrait, si c'est un vœu, peut-être un peu un vœu pieux, mais il faudrait une évolution vraiment structurelle de fond dans le fonctionnement de la gestion des ressources humaines. Et Dieu sait combien dans la fonction publique, les choses sont extrêmement
calibré, carré, complexe. Alors je ne dis pas que c'est simple, mais en même temps, tant qu'on n'a pas finalement une autre entrée que la compétence individuelle pour penser la formation, la carrière et le travail, le manager n'est pas aidé pour développer ses compétences collectives. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je sais pas si... Est-ce que vous avez des questions? On a un petit temps d'échange prévu. Possible. Merci Anne, c'était très intéressant. En fait, j'ai une question parce qu'en fait, en creux, on avait l'impression d'une opposition presque mécanique entre management hiérarchique et organisation apprenante, intelligence collective. Il s'avère que moi, j'ai eu 2 vies professionnelles avant d'être bibliothécaire. J'ai travaillé à la fois dans une multinationale américaine où on était recrutés collectivement, en fait, au sein d'une équipe avec vraiment la logique de compétences collectives de production, puisque j'étais ingénieur informatique et on devait créer un programme collectivement, en fait. Et les gens qui étaient recrutés à l'ICIF, c'est ceux qui avaient contribué au collectif et pas forcément ceux qui avaient fait le plus de choses dans le programme. Mais après, j'ai travaillé au ministère de la Défense et plus spécifiquement dans un état-major d'armée. Et j'ai visité beaucoup d'institutions de l'armée de terre, puisqu'il faut être complètement transparente. Et je pense que les armées sont des endroits où il y a à la fois un management très hiérarchique et des organisations très apprenantes. Parce que ce qui m'a toujours frappé, c'est que la notion de chacun à sa place est accompagnée d'un chacun à une mission utile qui contribue à un objectif clairement identifié par tous. Et moi, je trouve que cette notion d'objectif clairement identifié par tous, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement assez peu dans le reste de la fonction publique au sein des institutions, ou en tout cas, il n'est pas formalisé, et il n'est pas formalisé dans tous les niveaux, en fait, à tous les niveaux hiérarchiques. Et ça m'a frappé sur le circuit du document parce que je me suis dit combien de fois on explique finalement à nos collègues magasiniers que c'est aussi important d'équiper un livre et de coller la cote que de l'acquérir et de le signaler. Et combien de fois on prend le temps de le faire explicitement, c'est-à-dire implicitement, je pense que tout le monde en est convaincu, sauf que ce n'est pas forcément explicité. Et du coup, voilà, il y avait 2 questions sur la notion de l'explicitation de l'objectif commun, d'une part, et d'autre part, l'opposition, hiérarchie et collectif. Oui, merci pour ta question. Alors, je te rejoins. Il se trouve que j'ai lu pas mal sur les compétences collectives, il y a énormément de recherches faites dans l'armée. Alors, il y a ce que tu dis, cette question d'une visée du sens commun ou du sens d'un sens partagé qui me semble assez intéressante. Et il y a aussi la question de la capacité à... le deuxième volet de ta question, c'est aussi la capacité à donner du sens, à construire le sens. Parce qu'effectivement, implicitement, je trouve qu'en bibliothèque et même dans la fonction publique, on est quand même dans des organisations de mission. C'est quelque chose qui est quand même très fort. La notion de vocation, la notion de service, c'est des choses qui restent quand même assez opérantes, je trouve, dans le milieu des bibliothèques, mais de la fonction publique en général. Et pour autant, il y a cet implicite que le sens, c'est de servir l'usager, de servir le public. Mais peut-être que le point de progrès, ça serait comment on construit le sens et comment on l'incarne dans toute la complexité qu'on peut voir dans la société, dans les crises, enfin dans tout ce qu'on vit, quoi. Et oui, et ce truc de la manière de construire le sens, quand tu parles de l'armée, je pense qu'ils ont su faire ça assez bien et avec des outils concrets. Que c'est pas, ce que je disais au début, moi, ce qui me gêne un peu, c'est ce côté un peu incantatoire. Oh, le collectif, c'est bien. Voilà. Et nous, globalement, en France, dans le monde du travail, on est beaucoup sur ça, sur un mythe, quoi. Et on a du mal à l'incarner pour plein de raisons. Hein. Ouais, je ne sais pas si ça répond, si ça complète, si ça réagit à ta question. On a encore le temps de prendre une question.
Merci. La question qui n'a pas été soulevée là, c'est celle du pouvoir, qui me semble indissociable de la notion de collectif, de prise d'initiative, de compétences collectives. Comment est-ce qu'on peut peut-être identifier une évolution de cette conception du pouvoir et du partage du pouvoir en lien avec cette émergence du mythe du collectif? Alors ouais, là vous entendez pouvoir au sens autorité hiérarchique, pouvoir hiérarchique. Pouvoir décisionnel. Ouais. Oui, alors ça ça me semble être un nœud de la manière dont on peut investir les deux formes de compétences collectives. C'est-à-dire que quand on est dans la forme instituée de dire je suis manager intentionnellement, je vais mettre en place des actions qui développent le collectif, on est encore dans une vision du pouvoir relativement descendante et du manager comme celui qui orchestre, finalement, c'est le chef d'orchestre. Voilà. C'est l'image du chef d'orchestre qui, par les actions qu'il va mettre en œuvre, va attendre que les personnes mettent en musique finalement les choix qu'il fait. Et là, on a une vision effectivement qui reste assez hiérarchique et qui peut être un peu antagoniste avec mais allez travailler ensemble, c'est bien. Voilà. Donc quand ça devient une injonction, effectivement, ça peut ne pas porter ses fruits. Et il me semble que par rapport à ça, la forme émergente, où on aborde justement un management plus participatif, utilisant des méthodes qui soient davantage de l'ordre de la co-construction, de l'engagement, de l'adhésion. Et là, on est plus dans du leadership finalement que dans du management au sens je suis le chef et je donne des ordres, pour la faire rapide. Là, on va davantage aller chercher finalement une adhésion et une dimension aussi d'envie. Alors, je pense que dans la dimension, ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur la dimension interpersonnelle, s'il n'y a pas d'envie, le manager peut développer tout le pouvoir qu'il veut. Ça ne générera pas cette synergie qu'est la compétence collective. Donc effectivement, c'est une conception du pouvoir qui est adaptée et qui, me semble-t-il, est encore assez embryonnaire dans pas mal de nos fonctionnements organisationnels, quoi. Alors, c'est pas que la faute des managers, c'est aussi des représentations qu'on colle sur les directeurs, les managers, dont eux-mêmes se sentent contraints d'incarner, parce qu'autrement, ils ne paraîtraient pas pour des vrais chefs à un moment. Ça irait pas. Mais il y a beaucoup de choses à travailler, je pense, là-dessus. Il y a beaucoup d'évolutions à imaginer par rapport à ça. C'est bon ? Oui, juste pour compléter peut-être et préciser si je crois avoir compris, on pourrait imaginer un collectif qui produirait des actions et des idées qui seraient totalement à l'opposé de ce que souhaite le manager. C'est-à-dire qu'il me semble que la question de la décision, c'est une limite à ce qu'on entend sur le collaboratif, c'est-à-dire est-ce que c'est un vrai collaboratif et qu'à la fin, un directeur de bibliothèque, par exemple, peut acter une décision que lui-même n'aurait pas prise et qui va à l'inverse de ce qu'il aurait souhaité, ou est-ce qu'il y a une limite à ce travail collaboratif et participatif qui est qu'à la fin, la sanction et la décision, elle est toujours du côté du manager. Et est-ce que quand moi, je suis employée dans une structure, je ne peux pas avoir le sentiment de m'être fait flouer à travailler dans du participatif alors qu'à la fin, le pouvoir décisionnel ne me revient pas. Oui, vaste sujet. Oui, on va faire un groupe de travail et après on va décider. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Ce qui me vient d'abord sur cette question de la décision, c'est que nous, on est globalement très marqué par un modèle décisionnaire descendant où la décision vient forcément d'en haut. Or, il y a beaucoup de modèles décisionnels différents. Il y a beaucoup de modèles de décision collective. Alors, pas juste on va voter à main levée, ça c'est un modèle de décision collective par le vote, mais dans les entreprises libérées ou dans les processus de gouvernance partagée, il y a des modèles de décision par consentement. Je ne sais pas si certains connaissent ou pratiquent ces méthodes-là. Moi, je les ai pratiquées quand j'étais au Learning Center de l'UHA. Par exemple, sur le choix de l'organisation de l'accueil, sujet ô combien sensible, on a fait un processus de décision par consentement.
Alors le processus par consentement, c'est pas tout le monde est d'accord. La difficulté d'un collectif, c'est que par définition, personne n'est d'accord. Et j'allais presque rajouter des fois sur rien. Bon, si on arrive à ce qu'on ait un sens commun, on peut être d'accord sur le sens. Mais la question, c'est comment on gère la diversité en écoutant et en donnant la parole à chacun de ceux qu'on sollicite, et qu'on arrive derrière à finalement prendre une décision où finalement, ce n'est pas le pouvoir hiérarchique qui a le dernier mot. Et dans le processus par consentement, ce qui est intéressant, c'est qu'on amène les personnes à consentir à une décision qui n'est pas forcément leur choix, mais dont ils ont accepté l'issue parce qu'elle est bonne pour le collectif. Donc, et là, il y a tout un travail, ça rejoint ce que disait Véronique, sur si on pose bien le sens de qu'est-ce qu'on veut ensemble et de quelle est la règle du jeu pour y aller. Je ne dis pas que ça n'empêche pas les frustrations, les projections de on nous demande de faire des groupes de travail, mais c'est déjà décidé avant. Bon, on connaît ces phénomènes-là, mais ça nécessite de bien baliser et de bien réguler la manière dont où le manager précise qu'est-ce qu'il attend du collectif. Et à partir du moment où on sait ce qu'on attend du collectif, quelque part on le missionne. On dit, vous, collectif, groupe de travail, etc., on vous missionne pour faire des propositions, mais vous êtes consultatif. A priori, là, c'est clair. Voilà. Ou on vous missionne pour prendre une décision. Alors là, ça veut dire effectivement lâcher prise et laisser filer la décision. Mais c'est vrai qu'on est encore très emprunt par le modèle de décision, la souveraineté du chef. Des modèles de décision, il en existe 5-6 différents, dont le seul qui soit purement descendant, c'est celui qu'on pratique le plus en fait. Où finalement, l'arbitrage revient en dernier ressort au directeur, à la directrice. Je ne critique pas ça. Dans certains cas, il faut ça. Heureusement qu'il y a ça. Mais quand on veut conduire une décision collective, il faut mettre en place d'autres formes d'autres processus et d'autres manières de travailler auxquelles on n'est pas forcément ni formé, ni habitué, ni acclimaté. Mais il y en a, ça existe. Et ce n'est pas que, encore une fois, aux managers de le faire, c'est aussi aux équipes d'accepter à un moment de décider des choses. Il y a une co-responsabilité dans l'histoire aussi. Enfin, pour qu'on soit dans cette fameuse forme émergente où on crée les conditions pour que la dynamique collective aussi prenne le pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Mais ça suppose de bien comprendre, de bien connaître et de pratiquer la diversité des modes de décision. Ce qu'on a tendance à ne pas faire pour plein de raisons. On veut aller vite, on a fait 40 000 groupes de travail, maintenant on est au bout, il faut décider, donc hop, on décide et puis on grille les étapes. Mais c'est vrai que le travail collectif, ça demande beaucoup de temps. Et avec tout ce qu'on a vu dans le contexte et ce qu'on a vu dans la conférence de tout à l'heure, le temps l'a de moins en moins aussi. Et ça, c'est encore une tension entre les deux. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de nous accueillir ici dans cette journée sur la thématique de travailler autrement. Donc, je suis Nathalie Nathan, j'ai fondé Work Friendly, qui est une entreprise qui travaille justement sur les environnements de travail, comment accompagne-t-il les transformations dans les entreprises. On est basé à Grenoble, ça fait 12 ans maintenant. Et du coup, c'est vraiment tout ce qui me passionne, moi, c'est comment en fait, le physique vient accompagner les transformations de management, les transformations d'organisation. Ça va au-delà, bien sûr, de poser un simple canapé. C'est pour ça que vous verrez sûrement sur le chêne quelque chose qui vous fera réagir. Voilà, donc en 2020, j'ai eu le temps, comme chacun d'entre nous, de réfléchir à d'autres choses sur les postures physiques, les nouvelles postures, ce dont on avait besoin en entreprise et qu'on ne trouvait pas. On était beaucoup dans la performance, dans le debout, dans les stand-up meetings, dans toutes ces choses-là, notamment au niveau des travails participatifs et collaboratifs. Et puis j'ai trouvé, en lisant beaucoup, en me renseignant sur les peuples racines, les peuples anciens, les Indiens Kogi, les choses comme ça, tout ce qui était autour de la vertu, de la posture, du cercle, de toutes ces choses, de l'arbre à palabre.
Et je me suis dit, c'est ce qu'il nous faut dans les entreprises. Donc j'ai créé cet objet qui s'appelle donc le chêne à palabre, qui est arrivé en 2021 et qui aujourd'hui est existant dans les institutions, puisque j'ai une belle référence avec Savoie Biblio et une des premières utilisatrices qui est Aurélie, qui est là aujourd'hui. Et puis dans les entreprises, dans des industries, dans les entreprises de la défense, dans des endroits qui sont quand même assez surprenants. Quand vous verrez l'objet, vous allez vous dire, tiens, ça me fait peut-être plus penser à une médiathèque ou à un environnement ludique. Et en fait, c'est très utilisé aussi en entreprise. On vient casser les codes et on vient changer d'altitude physique. On vient s'asseoir à une hauteur précise, 27 cm au sol, qui porte tout un tas de choses. Mais ça nous permet de passer dans le monde physique, plus l'intellectuel, et du coup d'expérimenter, de se poser en rond et d'expérimenter ce que c'est que vraiment l'écoute et le dialogue. Nous, vraiment, l'idée, c'est d'instaurer, de remettre cette culture-là d'écoute au sein de l'entreprise. Du coup, le mieux, c'est de l'expérimenter. Là, je sais que vous n'avez que 10 minutes pour le... Alors, je vous laisse prendre un café. Mais par contre, entre midi et 2, on sera là. Et on sera là. Donc, moi, je suis là. Je vous expliquerai si ça vous intéresse un petit peu plus. Et puis, où est-ce qu'on le trouve, comment on peut... l'avoir. Il fait un double sens dans votre métier parce qu'il est aussi dans des médiathèques, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans le management, mais aussi vous pouvez l'utiliser bien sûr avec des groupes. Il est aussi utilisé en pédagogie avec des écoles ou des choses comme ça. Et puis je suis venue avec Pierre qui va se présenter, qui est comme Aurélie, un utilisateur dans un univers un peu différent puisqu'il a une entreprise et il accompagne d'autres entreprises sur juste des coachings d'équipe et des choses comme ça. Rapidement, je te donne la parole. Merci, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, je sais que vous avez votre pause qui arrive. Donc Pierre Trahan, moi j'ai une spécialisation en médiation et accompagnement d'équipe. Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille pour mes clients, qui sont des entreprises, des coopératives, des associations, des institutions, des collectivités. Le chêne à palabre, je l'ai découvert il y a 2 ans et véritablement j'ai compris que c'était un outil très pertinent parce qu'il vient matérialiser quelque chose dans la matière. Moi mes accompagnements c'est virtuel, c'est intellectuel et là on a quelque chose qui est dans la matière. Et ce qui permet, c'est d'avoir vraiment un espace d'écoute et de dialogue. Et moi, c'est mon travail de créer ça. Et là, donc, on a un appui physique qui vient m'aider, moi, dans tous mes accompagnements et aussi dans les formations que je dispense pour des managers et des responsables d'équipe. Juste un mot. Mon approche, en fait, elle se résume, après près de 25 ans d'expérience professionnelle, à une phrase d'Einstein qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, et c'est souvent le cas quand on est manager, je prendrais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à trouver une solution. » Et souvent, on fait l'inverse. On prend 5 minutes à réfléchir au problème et 55 minutes à trouver une solution et ça ne fonctionne pas. Et donc, prendre le temps, on gagne du temps. Avoir un espace physique où on se réunit avec nos équipes, nos managers, quelle que soit notre organisation, notre statut, notre mode de fonctionnement, on gagne énormément de temps à dialoguer, à créer une qualité de relation. Et après, à tout ce que vous avez vu, trouver du sens, trouver une coordination, se mettre en action et en mouvement, ça vient beaucoup plus naturellement. Voilà, je vous remercie. On vous attend pour partager tout ça et témoigner avec vous. Voilà, donc si vous avez des questions, que vous avez envie d'essayer et de comprendre justement qu'est-ce que c'est que créer cet espace-là et s'autoriser à le créer, on vous attend, maintenant ou après. À tout à l'heure. Bonne pause.